Donc, bonjour à tous. Alors, on va partir sur la conférence avec Michael Winnicott. Tu travailles chez GetAround. On va voir un petit peu plus savoir quelle est cette entreprise. Donc, tu es UX Writer. Quelle est ta vision du métier? Pour te faire un tout petit point où on en est, on a vécu donc ce matin une présentation de ce qu'est l'UX Writing par Julie Humez, donc qui est UX designer et qui a travaillé beaucoup sur ce champ-là et essayé de voir et théoriser ce que les UX designers pouvaient retirer comme évolution de leur pratique pour inclure un maximum de l'UX writing à l'intérieur de leur pratique. Donc encore une fois, voilà, c'était une vision très orientée UX designer pour UX designer, mais en ayant la trame de l'UX writing derrière tout ça. Là, on vient de vivre une heure avec Noémie Lecor, donc qui, elle, est plus orientée produit, qui est aussi UX designer et qui a une sensibilité très forte sur les sciences cognitives et qui a fait le lien entre enfin, sa vision à elle de ce qu'est l'UX Writing, qui était plus orientée sur ce qu'était la hiérarchisation de l'information en Mhm. amont, la manière dont elle travaille. Alors c'est vrai pour à peu près toutes les compétences qu'on peut avoir dans l'UX design, mais selon elle, enfin, elle ne cloisonne pas les choses et elle aime que chaque personne puisse travailler et amener ses compétences un peu tout au long d'un projet. Et donc pour elle, l'UX Writing, c'est quelque chose dont on doit avoir conscience et il y a des étapes très très fortes. Elle ne peut pas partir forcément en conception sans avoir testé avoir testé vraiment tout ce qui va être dit sur la plateforme, par exemple. Mhm. En termes de microcopie, derrière, il y a pas mal de choses qui jouent en sciences cognitives. Mais encore une fois, voilà, c'était sa vision et sa manière de travailler, puisqu'elle bosse beaucoup sur du B2B, par exemple, Ok. et donc elle avait vraiment bah, pour impact dans tous ces projets que tous les termes utilisés depuis des années doivent être vraiment pesés, sous-pesés. Ouais. Donc c'était intéressant, ça a semé beaucoup de débats. Je t'avouerais que beaucoup de writers n'étaient pas forcément raccord avec sa vision des choses. Mais encore une fois, voilà, c'était sa vision en tant que UX Ouais. designer avec ses produits. Et donc on va parler avec toi de ta vision à toi, quel métier, ton métier, comment tu le pratiques. Ouais. Je te présente Quentin, là, qui est à ma droite, Ok. qui est du coup avec nous, qui est aussi co-référent de la formation et qui va nous, Enchanté. nous accompagner. Et si je perds ma voix, je suis certain qu'il prendra le relais sans problème. Ok. J'ai un petit peu de problème avec ma voix. Et ça va aller. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais te laisser te présenter un petit peu, de savoir d'où tu viens, où est-ce que tu travailles aujourd'hui. Donc, tu travailles chez GetAround, peut-être nous expliquer un Ouais. petit peu ça. Ça marche. Ouais. Du coup, ouais, moi, c'est Mike ou Michael. Je corrige personne là-dessus, mais et du coup, ça va être assez évident, je pense, mais avec mon accent, je suis anglais. Ça fait 6 ans, par contre, que je suis en France. Et ça fait 2 ans que je bosse chez GetAround en tant que UX Writer. Avant de travailler chez GetAround, j'étais chez Blablacar pendant 3 ans. Et je pense qu'il y a Amandine qui est invitée peut-être ce mercredi, je pense. Ouais, Du coup, peut-être elle va parler de Blablacar plus en détail, mais on a travaillé ensemble pendant un moment chez Blablacar. Euh, et du coup, en plus de GetAround, GetAround, c'est une application de location de voitures. Il y a à la fois les particuliers, à la fois maintenant les propriétaires professionnels. Et peut-être vous avez entendu parler de Drivey, euh, ce qui était une application française et qui se fait racheter par GetAround il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Comment ça marche pour être le plus rapide possible? Les propriétaires mettent le voiture à disposition aux locataires. Et ce qui se passe côté locataire, c'est que c'est possible de louer la voiture euh, tout en passant par l'application. Il y a un boîtier qui est installé dans les voitures, ce qui permet aux locataires d'ouvrir la voiture avec le smartphone et de faire toute l'expérience de location avec le portable. Ce qui est plutôt cool, ça gagne.
pas mal de temps pendant une location. Il n'y a pas les files d'attente qu'on pourrait avoir dans un bureau de location, des choses comme ça. Ce qui permet aussi d'avoir les voitures un peu partout à Paris, comme en France, comme dans certains pays européens. Et c'est cool que Maureen a déjà testé GetAround. Et, euh, et du coup, ça veut dire que je dois travailler sur les problématiques à la fois locataires et aussi propriétaires. Et du coup, ce qui était un peu le cas pour moi chez BlaBlaCar aussi, il y avait un peu les problématiques passagers et conducteurs. Et du coup, je pense que c'est souvent, enfin, parmi mes expériences, c'est souvent le cas de Marketplace où il faut faire attention à la fois à ces deux personnes, pourquoi ils utilisent le produit, le besoin et les objectifs, et aussi les objectifs de la boîte. Du coup, on a tout ce travail de trouver l'équilibre entre tous ces acteurs. Ok. Donc ouais, ça va être intéressant de voir un petit peu comment bah, tu as amené l'UX Writing chez GetAround, savoir ce Mhm. qu'il y avait avant et puis comment tu bosses maintenant avec eux pour nous situer encore un petit peu plus bah, ta personnalité puis Ouais. ton parcours. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as fait Ouais. pour en arriver là et comment aujourd'hui tu définis à peu près ton métier sans Mhm. non plus qu'on arrive dans une définition trop Ouais. théorique. Ouais. Du coup, si je reviens à mes études, c'était des études plutôt linguistiques. Enfin, j'ai fait mes études en Angleterre. J'ai étudié le français, l'allemand et les sciences politiques. En fait, j'arrivais pas trop à choisir ce que je voulais faire. Et au lycée, on doit déjà faire pas mal de spécialisation, c'est-à-dire choisir les métiers enfin, et enlever plein de sujets qui ne nous intéressaient plus. Du coup, j'ai enlevé tout ce qui était mathématiques, sciences. Je voulais pas continuer à faire ça. Euh, mais euh, mais j'arrivais pas trop à choisir quand je suis allé à la fac. Du coup, j'ai trouvé euh, une fac où je pouvais continuer à faire toutes ces matières en même temps. Je savais pas forcément ce que je voulais faire après mes études. Du coup, ça, c'était le genre de conversation que j'essayais d'éviter avec mes parents parce que ils voulaient vraiment savoir ce que j'avais de prévu après. Et ouais, je voulais plutôt profiter de la fin de mes études qu'à penser à la suite. Je trouve que ça, c'est pas grave et ça va. Enfin, souvent, c'est un moment un peu stressant et je pense qu'il faut plutôt profiter de ce moment en tant qu'étudiant que prendre trop de temps et stress à penser à la suite. Et, euh, mais du coup, j'ai une année à l'étranger pendant mes études et ça m'a aidé à voir un peu le monde de travail parce que en tant qu'étudiant de langue, on avait le choix soit entre faire mode échange Erasmus où on va à la fac à l'étranger, soit faire des stages, soit être assistant dans un établissement scolaire. Et j'avais combiné à la fois l'assistanat, à la fois en stage. Et du coup, j'ai eu ces expériences de enseignement et travail pendant mes études. Et après, je vais envie de revenir en France suite à cette année parce que j'ai vraiment adoré le temps que j'ai eu à Bordeaux pendant mes études. Et ensuite, enfin, grâce à mon ancien prof du lycée qui vient de la France aussi, à ce moment-là, il rentrait en France pour être directeur adjoint dans le lycée. Et du coup, j'ai pu être prof pendant un an dans cet établissement, prof d'anglais. Et c'était vraiment ma porte d'entrée en France après mes études, mais pas forcément ce que je voulais faire. Euh, et c'était un peu après cette année-là où je regardais les offres de travail sur Paris
je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin de profiter du fait que je suis anglais natif pendant ma recherche de travail. Et j'ai vu qu'il y avait une offre qui m'intéressait chez Blablacar et j'avais utilisé Blablacar pendant mon année à l'étranger. Ah, ok, cool, ça a l'air sympa. Et ça, c'était un travail dans l'équipe. À cette époque-là, ça s'appelait Member Relations ou Relations membres. Parce que chez Blablacar, on ne parle pas d'utilisateurs, on parle de plus membres de la communauté de covoiturage. Et en gros, c'était plutôt un travail de service client. Et, mais en arrivant chez Blablacar, j'ai eu vite de plus en plus de tâches de rédaction en mode contenu, surtout les outils de support pour les utilisateurs, c'est-à-dire les articles du centre d'aide, les réponses types que les agents de l'équipe utilisent comme base de réponse aux messages des membres, pas les utilisateurs. Je sais pas. Et du coup, j'ai commencé à avoir de plus en plus de tâches de contenu qui est en réalité lié à l'expérience utilisateur, mais plutôt pour rattraper ceux qui n'ont pas l'expérience optimale. Et c'était pendant ce temps-là, et ce qui était vraiment incroyable comme expérience pour moi chez Blablacar, c'est que je ne connaissais pas trop ce monde de start-up, de structure d'une boîte avec une équipe produit, une équipe tech, une équipe marketing, service client, enfin toute cette organisation de, d'équipe qui me paraît normale maintenant, enfin c'est tout ce que je connais maintenant, mais avant tout était nouveau. Et je peux rencontrer plein de gens qui faisaient des métiers que je ne connaissais pas avant, dans une équipe qui était ce qu'on appelait à ce moment-là l'équipe Product Content, parce que le terme UX Writing n'existait pas forcément à ce moment-là, au moment où ce n'était pas démocratisé. Et j'ai pu commencer à collaborer avec eux, travailler avec eux et à apprendre plein de choses sur ce qu'on va dire à UX Writing sans forcément savoir ce que ça c'était le nom attaché à ce métier ou ses connaissances. Et ça m'a donné envie de continuer à en savoir plus par rapport à ce métier et vraiment faire ce métier, ce que j'ai fait depuis 2 ans chez GetAround. Je pense qu'il y avait une question dans le chat. Une pertinence. Ouais. Euh, je pense que, ouais, du coup, la question que je suis en train de lire dans le chat, genre, est-ce que c'est un bon départ de ne pas savoir ce qu'on veut faire? Je pense qu'il n'y a pas forcément vraiment un parcours type, je vais dire, par rapport à l'UX Writing. Je me rends compte que ça va être peut-être des gens qui ont travaillé dans les équipes marketing ou brand avant. Ouais, ça peut être ceux qui étaient designers et préfèrent justement de travailler plus ou mettre plus de temps sur la rédaction que d'autres choses. Ça peut être aussi, et je pense que souvent, c'est qu'aux États-Unis, c'est souvent les anciens journalistes qui deviennent UX writers. Je pense que ça aide d'avoir eu d'autres expériences, de voir, et qui a eu quand même une proximité à des utilisateurs ou juste des gens qui, euh, qui sont un peu le cible du métier qu'on fait. Par exemple, je pense que l'année que j'ai fait en tant que professeur, ça m'a aidé quand même dans mon travail aujourd'hui parce que moi, le but de ce métier d'enseignement, c'est aussi de faire en sorte que les autres réussissent, comme il faut que je fasse en sorte que les propriétaires, les locataires de Gator réussissent à soit à partager le voiture, soit à gagner de l'argent, soit
voyager, ou ça peut être pour faire un déplacement professionnel, ça peut être pour plein de choses. Ça peut être pour passer des bonnes vacances. Et du coup, je pense que c'est aussi le fait de réussir en transmettant les bonnes informations au bon moment, dans la bonne voie. Et je pense que même, on peut dire que l'enseignement, ça n'a rien à voir avec le UX design, mais je pense qu'en réalité, c'était quand même une expérience qui était hyper importante par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Hmm. Ouais, je te comprends tout à fait là-dessus. Enfin, on a énormément d'exemples qui ont été le cas de par nos étudiants qui ont fait des choses vraiment à Mm, côté depuis très longtemps. Et on le voit sur des gens qui ont besoin d'avoir un relationnel fort et qui ont travaillé dans la restauration. Ou alors, par exemple, moi, j'ai fait du coaching en sport et ça m'a apporté aussi quelque chose. Et l'enseignement m'apporte énormément sur des phases d'idéation, par exemple, où là, on a ouais, besoin d'avoir un groupe et de les amener quelque part. ouais. Et c'est intéressant parce que tu commences à expliquer un petit peu plus donc, ta vision du métier, ta vision des métiers qui gravitent autour de toi. Mhm, Les mots que tu as utilisés là sont très forts. En tant que UX designer, je me retrouve totalement dans ce que tu as dit. L'objectif, c'est que l'utilisateur, le client, le membre, tu l'appelles comme tu veux, mais la personne qui va utiliser notre interface, elle puisse de la manière la plus simple arriver à résoudre son besoin. Comment tu définirais aujourd'hui un UX designer, tu en as, je pense, beaucoup en face de toi, c'est à peu près la ouais, majorité des gens que tu as en face de toi, ouais. la manière dont toi tu travailles, la manière dont tu vas interagir avec eux, Mm, et, euh, et, et bon, je te laisse le dire comme tu veux, est-ce que tu veux le dire ouais. en frontal ou alors en manière négociatrice, Non, bah, démocratique? je pense que, en fait, le but de mon travail, c'est tout d'abord, c'est d'être là, d'être en tant que collaborateur. Je suis plus en mode votre ami qu'une espèce de menace qui va prendre votre travail, ou essayer de prendre les responsabilités. C'est plutôt un travail d'équipe. Et moi, je considère que je suis aussi designer, mais ma spécialisation, c'est plus orienté vers les mots qui vont dans l'interface. Comme vos spécialisations, ça va être, comme il y a certains qui vont être plus forts en motion, il y a d'autres qui vont être plus forts niveau vraiment mode graphique, pixel, etc. Et comme d'autres qui vont être beaucoup plus forts sur le parcours d'utilisateur, et de vraiment voir comment ça peut être fluide pendant toute l'expérience utilisateur. Comme il y a aussi des designers qui sont hyper doués en recherche sans être UX researcher, mais ils ont quand même les compétences qui sont là pour mener des recherches d'utilisateurs très facilement et analyser ces résultats. Et je pense que l'important, c'est que je suis là pour travailler en binôme, voire trinôme, si on va inclure en product manager, voire, enfin, je ne sais pas si ce mot existe avec une quatrième personne, mais vraiment, ça c'est à ce moment-là, on devient une vraie équipe quand on ajoute des user researchers, par exemple. Et, mais le plus important, c'est la collaboration, et c'est la collaboration qui se passe assez tôt pour moi. C'est de voir vraiment ensemble qu'est-ce que nos utilisateurs, enfin, qu'est-ce que c'est le problème, comment on peut résoudre ce problème, et quelles sont les opportunités qu'on a pour améliorer l'expérience. Et en travaillant ensemble, on va se rendre compte que les informations qu'on devrait transmettre peuvent bouger dans les interfaces. Peut-être notre premier réflexe, c'est de mettre quelque chose dans un certain endroit. Ça va bouger, et ça vient vers ce que tu as dit par rapport à l'hierarchie d'information. Mais aussi, on va peut-être se rendre compte que, en fait, ce qu'on voulait mettre juste caché dans un
copines ou en tout type, ça a une importance si forte que ça mérite beaucoup plus de place et voix en écran entier. Euh, j'ai travaillé avec un de nos designers la semaine dernière et on parlait, c'est pour les propriétaires, il faut qu'ils ajoutent certaines informations sur où la voiture est garée et surtout les images pour montrer et illustrer aux locataires comment trouver cette voiture dans ce parking qui peut être avec 6 étages, qui peut être immense, qui va être sous-sol. Euh, du coup, il y a l'ajout visuel côté propriétaire, mais il y a aussi les informations écrites que cette personne peut ajouter. Euh, et ce qu'on veut faire, c'est guider le propriétaire pour mettre les bonnes informations selon ce qu'on a analysé de notre côté sur qu'est-ce qui marche selon le retour qu'on a eu côté locataire. Et, euh, et là, c'est une discussion en travaillant avec le designer. Et dans un premier temps, cette personne a pensé à mettre ses consignes en tant que placeholder dans le champ de texte. Et en parlant avec lui, je lui ai dit, bah, le défaut de ça, enfin, l'avantage, c'est que ça économise pas mal de place dans l'interface. On a déjà cette espèce de champ de texte et on peut mettre nos consignes dedans. Le défaut, c'est si on le met dedans dès que le propriétaire commence à écrire, bah, on ne voit plus le placeholder. Ça va disparaître et ça va être remplacé par l'information qui est écrite par cette personne. Et du coup, il faut trouver un moyen de sortir ces informations, ces consignes et de mettre ailleurs dans l'interface. Et comme ça, le propriétaire aura la possibilité de vérifier les consignes qu'on a données en tapant. Et là-dessus, c'est pour ça que je considère que euh, je, je fais partie de ce qu'on va dire notre équipe design et que je suis designer au final parce que c'est d'être conscient du fait que comment cette interface va marcher, comment ça peut évoluer et changer dès qu'il y a une interaction côté utilisateur avec l'interface. Alors que si j'étais vraiment en mode, OK, je me concentre que sur les mots, ce que j'aurais fait, c'est juste de voir comment on écrit nos consignes et faire en sorte que ces consignes sont claires sans me prendre la tête sur, OK, mais est-ce que ces consignes sont assez visibles? Qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur va commencer à écrire? Est-ce que c'est possible de continuer à suivre ces consignes ou pas? Et au final, la réponse à cette dernière question aurait été non. Et là, c'est pas idéal côté expérience pour l'utilisateur parce que ça veut dire que dès que cette personne commence à écrire, cette personne va perdre de l'information. Hmm. Et c'est intéressant là, on va rentrer un petit peu plus dans le process Mm. qui est le tien, de savoir comment tu travailles sur les différents projets. Alors, dis-moi si je me trompe hein, en résumant ça de cette manière-là, en disant que tu vas répondre donc à des problématiques que les designers ont par avance déjà pas mal purgées pour recaractériser le besoin, qui soit bien précis. Et donc, à partir du moment où on va commencer à s'orienter vers la phase de conception, dès les prémices, toi, c'est donc le plus tôt, comme tu disais, qui Mm. t'importe d'être présent. Et donc, on va orienter la réponse, hein. Et toi, tu vas accompagner donc, les équipes à ce moment-là. Tu vas avoir un rôle de conseil, donc, comme tu le présentais, Ouais. et un rôle plus en test and learn que que tu vas Mm. accompagner, en fait. Comment ça se passe? Ouais. Ouais. En fait, juste pour, ouais, pour aller un peu même en arrière, comment on est organisé chez GetAround, on travaille en squad, ce qui va être les équipes. Peut-être vous avez entendu parler aussi de feature teams ou d'autres termes pour parler de cette organisation où c'est des mini espèces d'équipes de projet qui sont avec les gens qui ont des compétences un peu transversales et souvent il y aura pour chaque squad il y aura un product ou une product designer qui est assigné à cette squad et qui va travailler sur
toutes les nouvelles fonctionnalités ou les projets de cette squad, juste par, par staffing et un nombre de personnes dans notre boîte. Je suis le seul UX writer et du coup, je ne suis pas assigné à une seule squad. Je suis censé de contribuer à toutes les squads. Ça ne veut pas dire que Bon. ça veut pas dire que je suis censé de travailler sur tous les projets de chaque Hmm. squad. Du coup, il a cette différence. Mais effectivement, enfin, si on ne faisait pas attention, soit je vais être en train de vraiment travailler sur tout, et c'est pas possible à gérer, soit euh, je, je serais en train de faire un travail qui est un peu trop superficiel parce que j'essaie de jongler tout, mais j'arrive jamais à aller en profondeur. Euh, et du coup, je vais trouver une espèce au lieu de créer moi-même à zéro, ok, moi je pense qu'on peut travailler comme ça et je pense que ça va marcher. Euh, Comme en bon design, je faisais de la recherche aussi pour voir est-ce qu'il y a d'autres process qui existent ailleurs, des piliers de collaboration. Et j'en ai trouvé une où, en fait, il y a un peu trois modes de travail. Euh, enfin, c'est owner, partner et consultant. Et du coup, en fonction de chaque mode, soit ça va être un projet que je vais manager moi-même ou enfin mener moi-même. Et ça peut être des gros projets de fond à deux, de audit de contenu sur notre site et application, sur le travail de glossaire, de réécriture, si je veux revoir certains parcours dans l'expérience et voir si on peut optimiser le contenu là-dedans. Sinon, il a la partie partenaire où là, c'est vraiment beaucoup de collaboration avec la squad, mais aussi où je vais être impliqué assez tôt, où je vais passer beaucoup de temps sur le sujet, euh, où je vais aussi dédier beaucoup de temps et faire en sorte que je peux être le plus disponible possible, où je peux être là pendant les rituels de la squad pour vraiment suivre le projet. Et il y a la troisième mode qui est un peu le mode le plus passif, c'est un mode consultant. Et là-dessus, je ne vais pas forcément travailler beaucoup sur ce projet, mais si le designer ou même PM a besoin de mon avis par rapport par rapport à la solution ou juste de voir la copie ensemble, je peux passer un peu de temps en fait, j'ai les office hours où les gens peuvent s'inscrire pour passer du temps à travailler avec moi sur les sujets comme ça. Et du coup, mais je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps en dehors de ces meetings sur ces sujets. Et, euh, et du coup, ça m'aide à prioriser les sujets, mais aussi à définir quels sont les sujets les plus importants et lesquels devrais-je travailler pour avoir le plus d'impact possible par rapport à l'UX Writing, lesquels sont, enfin, tout en début de chaque quarter ou trimestre, quels projets auraient l'impact d'utilisateur le plus fort et où est-ce que je devrais travailler pendant ces prochains 3 mois. Et du coup, souvent, c'est les discussions avec ma manager qui est notre Head of Product Design, euh, avec les PM de chaque squad pour voir sur quel projet devrais-je être, on va dire, partenaire, ce qui veut dire fortement impliqué, et lesquels serais-je plutôt consultant et dans ce cas, juste donner mon avis si l'équipe en a besoin. Ok, je comprends bien. Donc, c'est assez particulier parce que on en parlera peut-être un petit peu après. Je pense que tu n'aurais pas tout à fait les mêmes modes de fonctionnement si tu avais un peu plus de liberté, même une équipe hein, potentiellement, où tu étais managé par une personne Mm. qui était en charge de ça. Et donc, bah, dans l'état des choses là aujourd'hui, donc Getaround te demande beaucoup.
toi, tu as une vision très pragmatique et j'ai l'impression qu'elle marche plutôt bien, elle me paraît assez sensée en tout cas, enfin, tu t'y retrouves. Et Ouais, qu'est-ce que tu ajoutes du coup pour... alors déjà pour, imaginons que je suis PM ou PO et que je dois lancer un sujet, bah, déjà pour te détecter, savoir que tu es là, comment je vais ouais, entendre parler de toi sans vraiment te voir, avant de te voir, et sinon ouais, qu'est-ce que tu vas faire en arrivant et en me disant, bah ouais, écoute, j'ai pas trop le temps, ouais, mais tiens, quand même. ouais, ouais. En fait, la, la question que je me posais tout au début, c'était OK, je suis contributeur de chaque squad sans être enfin, membre officiel de chaque squad, on va dire. Et en fait, c'était trouver les bons rituels. Euh, enfin, déjà, il y a les mini-choses qui ont peut-être l'air d'être rien, mais qui sont hyper importantes. Et ça veut dire être membre des channels de Slack de chaque squad. Et comme ça, je sais au moins, je peux voir tout ce qui se passe par rapport à la vie de chaque squad parce que je sais que je vais contribuer à un moment donné de ces projets. Peut-être pas toutes les semaines, mais à un moment donné pendant le trimestre. On a aussi certains meetings réguliers et entre PM et designer de chaque squad. Et moi, je fais partie de ce meeting aussi, hebdomadaire. Du coup, je suis conscient de chaque projet qui va avoir lieu actuellement pour chaque squad. Et du coup, je sais si on a certains où je devrais être impliqué ou pas. Et aussi en faisant ce travail en début de trimestre, d'identifier les projets et voir lesquels qui pourraient avoir le plus grand impact côté utilisateur. Et je sais où je peux vraiment avoir un impact. Là-dessus, je peux savoir est-ce qu'il y a une squad qui est un peu majeure ce trimestre, une squad dans laquelle je vais participer un peu plus que d'autres. Et dans ce cas, je peux parler ça va être souvent avec le PM pour voir si je devrais assister à d'autres rituels pendant ce trimestre parce que je vais être souvent en train de bosser sur les sujets et les projets de cette squad. Du coup, c'est un peu, il y a certains rituels qui restent, enfin, on va dire, figés par rapport au fait que je suis ce qui se passe dans les channels Slack. Pareil pour être impliqué dans les channels pour chaque projet, si ça existe, et c'est un channel dédié, il faut que je sois dedans. Euh, et là-dessus, on est assez ouvert chez Gatson, c'est-à-dire c'est souvent des channels publics et pas privés. Du coup, si je me rends compte que je ne suis pas dedans, je peux me mettre dedans. Euh, mais aussi d'autres rituels avec le PMA designer chaque semaine. Et ce que je revois chaque trimestre, c'est OK, est-ce que je devrais avoir ajouté certains et enlevé d'autres en fonction de la squad avec qui je vais contribuer le plus pour chaque trimestre. Euh, ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour en tant qu'individuel et enfin contributeur individuel. Mais il y a aussi d'autres travails de fond qui sont hyper importants. Enfin, je dis travail de fond, mais ce n'est pas vraiment un travail de fond. C'est parce qu'on a notre design system, on a une squad design system. Du coup, j'ai du temps qui est dédié pour travailler dessus. Pas beaucoup de temps, mais entre 10 et 20% de mon temps, je consacre pour travailler sur les sujets de design system. Et c'est en ajoutant à ces guidelines, ces do and don'ts. Euh, le but, c'est pas d'aller jusqu'à un point où je n'existe plus, mais ça aide aux autres d'être indépendants et s'ils ont besoin de rédiger un message qui est dans un composant à call-out, ils devraient être je sais pas, capables de rédiger ce genre de message en suivant des guidelines que j'ai rédigés, comme les messages d'erreur, comme plein d'autres, soit patterns, soit composants même. Et
et ça aide énormément à faire en sorte que toute l'équipe est capable de créer quelque chose qui est plutôt homogène en suivant ces guidelines. Ouais, je vois bien déjà le manque de temps que tu dois avoir. Déjà, à mon avis, tu dois travailler un peu beaucoup trop. Tu fais pas les 35 heures. Par rapport à tout ce que tu dois faire, enfin, ça doit être un peu perturbant parce que tu dois avoir quand même une partie de ton cerveau qui doit être ultra active sur la veille, être dans tous les réseaux Slack. Je pense que toi et le PM ou le CIO doivent voir à peu près toutes les chaînes. Ça doit être un peu fou comme charge cognitive à prendre, mais enfin, je comprends que c'est une partie pour toi pour régler un peu le niveau d'impact et d'implication que tu dois avoir Ouais, dans chaque ouais, sprint. ouais, ouais, ça c'est plutôt un choix, mais je pense que c'est un choix important. Mais aussi, c'est aussi l'importance de bien structurer sa semaine et de ne pas passer trop de temps à, à juste Mm. lire des choses et pas Mm. toujours à faire des choses. C'est quand même important de lire et être conscient de plein de choses. Par exemple, on a même un channel sur ça qui est juste qui s'appelle User Reviews et c'est tous les avis de l'App Store et de Trustpilot qu'on reçoit. Et je pense que c'est quand même hyper important de lire ces avis parce que ça, c'est de la recherche utilisateur qui est assez simple à faire en permanence, de juste lire ce que les gens ont à dire enfin, par rapport à notre application. Mm. Des fois, ils vont en profondeur sur certains sujets sur lesquels je vais travailler. Du coup, c'est hyper important. Euh, mais oui, c'est important d'essayer de gérer mon temps parce que je pense que c'est un peu divisé en trois. Il y a tout ce qui est nouvelles fonctionnalités et ça va être de suivre la roadmap de, de l'équipe produit et tech. Mais il y a aussi une partie sur tout ce qui existe déjà. Et là, j'avoue que enfin, ça fait 2 ans que je suis chez Gatorn. C'est sûr il y a, il y a toujours les endroits dans notre produit qui vont être peut-être pas optimales parce que on a travaillé sur ça il y a très très longtemps. Personne n'a revu ça depuis. Euh, Moi, je suis conscient que qu'il y a des améliorations à faire, mais je suis peut-être Mm. Il pas faut le plus temps, hein. priorisé ça, mais il y a toutes ces parties existantes qui pourraient être soit revues, soit optimisées. Mhm. Et la troisième partie, c'est ce que j'en ai parlé sur le design system, c'est aussi de faire une espèce d'infrastructure ou faire en sorte que mes collègues ils ont les outils aussi qu'il faut pour bien travailler, pour s'améliorer en UX Writing. Parce que je suis conscient que des fois, ça va être le designer, la designer, le PM, la PM, Mhm. qui devrait être la personne qui fait les mots, je vais dire, sur la fonctionnalité. Mm. Du coup, ça veut dire aussi qu'il y a le design system qui est en outil qui est bien documenté. Et j'espère que qui est utilisable et que les gens arrivent à trouver l'information qu'il faut. Mais aussi, ça veut dire de faire les ateliers avec l'équipe. J'en fais plusieurs en ce moment sur enfin, comment intégrer UX Writing dans chaque étape d'une création d'une fonctionnalité. Et souvent, c'est juste l'optimisation des outils qui existent, enfin, des process qui existent déjà. Ça peut être avant de commencer à vraiment travailler sur un projet, il faut qu'on comprenne c'est quoi le problème d'utilisateur, c'est quoi le problème business, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que c'est notre opportunité par rapport à par rapport à ce projet. C'est même pas une fonctionnalité à ce moment-là, c'est un projet et après, peut-être on va faire 3 fonctionnalités par rapport à ce projet parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais quand on est en train de comprendre
le problème, la user research, c'est hyper important de comprendre. Mais aussi, ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est que souvent, nos utilisateurs vont utiliser les mots pour parler de leur problème. Et du coup, ensuite, il faut vraiment... C'est pas le fait de comprendre ce qu'ils disent, c'est aussi de comprendre comment ils parlent de leur propre problème. Ils utilisent quel mot? Est-ce que tous les utilisateurs utilisent le même genre de vocabulaire? Est-ce qu'ils utilisent des termes simples ou techniques? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes termes qui sont dans notre produit actuellement ou pas? Et si ce n'est pas le cas, bah pourquoi peut-être ils utilisent un terme qui est beaucoup plus simple et en utilisant un terme technique dans notre produit? Et peut-être ça va nous inspirer sur les changements de glossaire plus tard. Mais ça, c'est juste un exemple sur lequel on peut voir les techniques ou juste travailler d'une façon UX writing, même si on n'est pas forcément UX writer. Et je pense que ça, c'est hyper important à garder en tête pour toute l'équipe. Mm. Ouais, ça, c'est en plus des choses qui font la particularité un peu de tous les designers. Avec Quentin, quand on est tous les deux psychologues sociaux, on a travaillé beaucoup la sémantique, donc on a eu beaucoup d'analyses de données qualitatives. Et derrière, c'est sûr qu'on a une matière qui, même des retranscriptions d'entretien, et qu'on fait tourner un algorithme qui nous permet de ressortir des points de liaison, des nœuds, des Mm. contacts, des choses comme ça. C'est une matière qui est tangible et en plus sur laquelle on peut s'éclater pour Ouais. remanier. Harmony, c'est intéressant. Euh, je voulais savoir un petit peu, alors là, on a pas mal parlé de la manière dont tu définissais des projets avec GetAround, comment tu te Mhm. positionnais là, avec ces trois postures. Ouais. Ensuite, la manière dont tu accompagnais sûrement les équipes, alors je pense toujours avec ces trois postures, mais avec l'aide d'un design system qui donc, est vraiment pour toi quelque chose d'important pour graver un peu dans le marbre la philosophie que tu veux amener. Euh, Comment ça se passe sur les projets qui vont plus loin? Donc, voilà, la conception a eu lieu. On a eu des premières versions. Elles sont en test, elles itèrent. Mhm. Euh, Toi, tu les accompagnes, tu améliores ta pratique, enfin, tu reviens un petit peu en arrière pour améliorer d'autres outils. Enfin, ouais, comment tu te positionnes? Tu vas jusqu'à quel moment dans le projet Ouais. si, Bah, des fois, ça... des fois, des fois, honnêtement, je pense que je vais rester impliqué encore plus tard que une designer, des fois, parce que peut-être après d'avoir sorti la nouvelle fonctionnalité, on se rend compte qu'il y a des améliorations à faire. Et peut-être ces améliorations, c'est juste des... Enfin, juste, ça, c'est pas peut-être très cool pour, par rapport à mon travail de dire ça, mais c'est plutôt des modifications de copie. Euh, on avait... optimiser, ouais. ouais, exactement. Mais Hmm. pour donner un exemple, parce que je pense que ça aide d'avoir des exemples, on a les boîtiers qui sont installés dans les voitures. euh, et ce boîtier fait un relevé de carburant en début de location et à la fin, pour voir, OK, bah, la voiture a commencé avec le plein et elle a été rendue avec 50%. Et du coup, il faut faire un ajustement de carburant pour que le locataire paye pour le carburant utilisé pendant la location. Hmm. Euh, Mais on se rendait compte qu'un des problèmes qu'on avait, c'est qu'il y avait dans certaines voitures, certains modèles, quelques soucis techniques avec le boîtier, qu'il fallait les relever un peu aléatoire ou au moins pas toujours très, très précis. Et on a travaillé sur une possibilité de nous signaler que le relevé n'était pas précis en début de location. Euh, Et du coup, c'était une question binaire entre oui, ça allait, enfin, on montre le relevé, on peut se dire oui, ça allait être le cas ou non, ça pas l'air d'être bon, un truc comme ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des, des réclamations parce que on montrait ça en pourcentage parce que sinon,
voiture est différente, du coup, il faut trancher quelque part l'affichage du carburant. Et ce qu'on ne cherchait pas, c'est quelqu'un qui dit que non, il a 96% dans le réservoir au lieu de 95. Ça, c'est pas ce qu'on cherchait. C'est plus s'il y avait un grand écart où dans la voiture, c'est marqué que le réservoir est plein, mais dans notre application par rapport au boîtier, c'est marqué que le réservoir est à moitié vide. C'est plus ça, les écarts comme ça qu'on cherche. Et on s'est rendu compte, après sortie de la fonctionnalité, qu'il y avait beaucoup de ces de contestations minimes. Et ça crée et ça engendre pas mal de travail opérationnel chez nous, mais aussi pour les propriétaires, sachant que c'est les propriétaires qui payent pour ce boîtier aussi. Du coup, ils étaient surtout pas contents par rapport à ça. Et le changement qu'on a fait, parce qu'on aurait pu repenser à changer l'affichage du réservoir dans l'application et quelque chose comme ça. Mais une solution un peu plus rapide et simple, ce qu'on pourrait faire quasi directement après, c'est modifier la copie pour contester le niveau de carburant. Et au lieu de dire avoir quelque chose qui était un peu comme non, ça va pas du tout, quelque chose comme ça. C'était plus qui est assez subjectif comme formulation. C'était l'idée de mettre quelque chose un peu plus objectif, en mode non, il est en écart de au moins 15%, ou quelque chose comme ça. Où là, ça change complètement point de vue de quelque chose qui passe de subjectivité vers quelque chose qui est objectif. Parce que je vois un écart qui est assez important, qui est quantifié là-dessus. Et là, par exemple, j'étais toujours en train de voir avec le PM comment on peut réduire les contacts suite à cette fonctionnalité qu'on a honnêtement engendré suite à la sortie. Donc, le designer avec qui j'ai travaillé était en train de bosser sur d'autres projets parce que c'était plus l'optimisation par rapport à la copie qu'à d'autres choses. Et aussi de peut-être changer quelques règles techniques qu'on avait mis en interne. Du coup, ça, c'était plus avec les développeurs aussi. Mhm. Du coup, ouais, des fois, je vais être encore plus tard continuer à travailler pendant encore plus longtemps sur le projet que product designer, mais inversement, je peux m'arrêter assez tôt parce que on se rend compte qu'en travaillant sur la fonctionnalité, il y aura par rapport par rapport à la copie, ça va être plus la copie qui est générée par les utilisateurs que par GetAround et ça va être côté design, enfin vraiment en mode UX design où ça va plus de travail que UX writing. Mhm. Du coup, ça dépend vraiment des projets. Mais pour rester plus large possible, si je travaille sur un projet et s'il y a les tests utilisateurs, il faut que je sois là, soit bah, au moins en tant qu'observateur, parce que on se rend compte que souvent il y a les retours sur la copie en test utilisateur. Mais aussi, c'est l'importance de voir comment les utilisateurs réagissent à cette fonctionnalité. Et c'est pour ça qu'on va souvent inviter nos développeurs aussi à ces tests, juste pour les observer, parce que ça nous aide à être alignés en tant qu'équipe après, de voir, OK, il faut qu'on change ça, ça et ça. Et on a moins le côté où certaines personnes ne sont pas forcément d'accord parce qu'ils ont pensé que ce qu'on a testé était la meilleure solution. Si tout le monde a pu observer au moins quelques tests, ils vont être un peu plus alignés sur les itérations qu'il faut faire après. Mhm. Ok. Ok, bah merci en tout cas, c'était très complet comme exemple, comme vision. Alors, bon, ça va toujours super vite, hein. On a 10 minutes qui restent devant nous. Ouais, pardon. On va essayer d'avoir. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser dans le chat ou à lever la main ou
On les prendra. Ouais. Il y a Elisa qui demandait si tu vas travailler aussi sur d'autres choses, parce que l'UX Writing, ça peut potentiellement toucher aussi des phases organisationnelles de l'entreprise. Et elle parlait par exemple, des exemples, enfin, des livrables clients, des choses de cet ordre-là. Est-ce qu'on t'a sollicité? Est-ce que toi, tu te sens investi de cette mission-là? Ou est-ce que c'est pas ton périmètre? Euh, c'est ce que je me rends compte, c'est souvent, je vais souvent impliquer un peu l'organisation ou juste le process de localisation ou traduction. Enfin, localisation, c'est le fait d'adapter un produit pour notre marché. Euh, et ça, c'est, enfin, idéalement, et dans cette boîte, il y a euh, quelqu'un qui est un peu chargé de cette organisation, qui travaille avec les traducteurs, qui fait en sorte que on a les enfin, on a fait un tone of voice pour chaque langue même. Euh, Souvent, je vais travailler en lien avec les traducteurs. Mais ça, c'est toujours un peu lié aux fonctionnalités, par exemple. Du coup, peut-être c'est pas le meilleur exemple. Sinon, je collabore quand même assez régulièrement avec notre équipe Brand et Communications. Euh, Souvent, pour juste être des fois, c'est juste pour être au courant de ce que cette équipe fait, ce que je fais, et faire en sorte qu'ils ne sont pas en train de parler dans des use cases d'une façon et dans le D'une produit. manière très différente, Ouais, et toi, ça va avoir un impact ouais, sur des nouveaux ouais, utilisateurs, ouais. par Et exemple. du coup, ça, c'est souvent un peu l'alignement. Ou sinon, il y a certaines choses qui reviennent un peu vers ce travail de design system un peu glossaire. C'est comme on sait, on est très conscient que faut que l'expérience de Gatland soit de plus en plus adaptée aux locations électriques, parce que bien évidemment, on va dans cette direction dans l'industrie automobile. Euh, mais ça, c'est tout nouveau. Enfin, c'est-à-dire pour tout le monde, enfin, c'est quelque chose où on est peut-être pas tous à l'aise, peut-être on n'a jamais vu une voiture électrique. Peut-être on n'a pas forcément le vocabulaire pour en parler. Et du coup, souvent, mon travail de grossesse, c'est d'identifier les termes qu'on utilise dans le produit et de faire en sorte qu'on n'utilise que ces termes dans le produit. Et avec notre équipe Brand and Communications, on a vu un peu quels sont les termes sur les véhicules électriques qu'on utilise. Enfin, pas qu'on utilise dans le produit, parce que peut-être on n'en parle pas assez souvent pour le moment, mais lesquels sont utilisés dans l'industrie automobile en général et lesquels devrait-on être conscient en intérieur de la boîte, au sein de la boîte, parce que on va commencer à travailler sur de plus en plus de projets sur les véhicules électriques et il faut que tout le monde ait ces informations en tête parce que sinon, malheureusement, déjà, il y a pas mal de jargon dans chaque boîte, mais il faut que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et malheureusement, pour véhicules électriques, il y a beaucoup d'acronymes. Et du coup, ça va être au moment de créer une ressource où tout le monde peut regarder là-dedans et, euh, et travailler dessus. Euh, pour répondre précisément à la question de Lisa, parce que peut-être j'ai répondu un peu à côté. Euh, Du coup, ouais, enfin, vu que je suis chez Gatin en interne, enfin, je me concentre à 100% sur un peu la mission de la boîte, c'est les besoins de nos utilisateurs. Je n'ai pas forcément une relation un peu client vers la boîte parce que je ne suis pas en freelance, par exemple. Mais ça, c'est clairement différent. Pour, si j'étais UX Writer freelance et je devrais faire des projets pendant quelques mois
avec un client et là-dessus, c'est un peu différent pour moi. Ok, juste pour terminer, on va peut-être finir là-dessus. Quelle est ta Ouais. vision de ce que devrait être bah, d'un côté, ça peut être l'évolution que tu vas avoir chez GetAround en imaginant qui est d'un seul coup, bah, tu deviens manager et donc tu as plusieurs personnes qui soient UX writer qui travaillent avec toi, ou alors une entreprise dans laquelle là on a des étudiants qui vont être Mhm. UX designer junior, n'ont pas forcément du UX writer avec eux, Ouais. vont potentiellement au bout d'un moment essayer de militer pour avoir ces personnes-là avec eux. Fort de ton expérience, parce que tu nous as vraiment montré que tu essayes au maximum que l'UX Writing soit présent à tous les niveaux, tu donnes beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts sur la création de matière pour bah, graver un peu dans le marbre Mhm. ce qui est dit. Tu dis même que tu fais beaucoup de pédagogie parce que tu es conscient qu'il y a des designers qui vont reprendre ce flambeau à des moments où toi tu peux pas le faire. Ouais. Est-ce que c'est une vision que tu conserverais en ayant une équipe du X-Writer qui soit bah, vraiment dans chacun des projets, tu puisses les intégrer? Ouais. Je pense que si tu poses ces questions en designer, ça va être la réponse, ça va être souvent d'avoir un peu le bon ratio designer PM ou designer développeur. Enfin, designer développeur, c'est un peu différent parce qu'il y a aussi enfin, il y a les développeurs pour chaque genre d'application, plus back et front. Mais souvent, ça va être d'arriver à une espèce de ratio 1-1. Enfin, juste enfin, en tant que designer, c'est OK, je suis un designer pour un PM et je ne suis pas dans une situation où je dois être un peu partout en collaborant avec beaucoup de PM parce que mon temps est partagé entre plusieurs personnes qui ont des demandes et des exigences assez importantes. Et pour moi, enfin, idéalement, le ratio pour moi, c'est 1-1 côté enfin, UX Writer, designer et plus avec le PM pour vraiment aller en profondeur sur les sujets. Euh, enfin, j'arrive à beaucoup contribuer et beaucoup mettre en place, mais je pense que, et je trouve ça quand même hyper cool que je travaille à la fois sur les parties propriétaires et à la fois sur les parties locataires de notre application. Mais je peux peut-être pas toujours aller en vraiment maximum niveau profondeur par rapport à ces sujets parce que je dois quand même diviser mon temps. Et je trouve que l'évolution là-dessus, ça va être d'avoir en UX Writer par squad et comme ça, cette personne peut vraiment aller en profondeur. Et aussi, dès qu'il y a une équipe UX Writing aussi dans ces situations, on va voir jusqu'à quel point on peut optimiser les ressources qu'on va mettre en place, les guidelines, les ateliers. Euh, et je pense que ça, c'est un peu ma vision là-dessus. Mais, Ok. et aussi en tant que une designer qui remarque qu'il y a peut-être un besoin de UX Writing qui n'est pas encore identifié. Je pense que le jour où vous allez en design critique et vous vous rendez compte que voilà, vous ne parlez que de la copie sur l'écran et pas forcément sur le choix de composants ou d'autres éléments visuels, je pense que vous allez savoir qu'il y a ce besoin dans l'équipe parce que ça va être souvent Hmm. une discussion où tout le monde a le avis, mais il n'y a personne qui a peut-être légitimité pour trancher par rapport à ça. Hmm. Ouais. Ouais, revenir soit à cette connaissance des utilisateurs, même aller en profondeur. Ok, merci. On va. Alors, si en une minute, grand max, parce qu'on est en train de déborder, tu peux juste répondre à ce que Lisa demandait. Donc, si tu as une startup qui augmente et qui va aller jusqu'en Allemagne, peut-être c'est le cas de Getaround, est-ce que toi, tu te sentirais légitime pour y aller avec ton niveau d'expertise dans la langue, ou alors est-ce que tu voudrais qu'un professionnel enfin, un professionnel, une personne qui soit encore Ouais. plus doué que toi, donc entre français et allemand peut-être, si c'est la langue Mm. majeure de Getaround. Ouais. Bah, Getfront, on est en Allemagne.
Du coup, Mhm. c'est une bonne question. Et je fais pas la version allemande. Non, D'accord. on a plutôt une traductrice en antenne qui s'en occupe de ça. Ce qui aide, c'est que je, je suis capable de voir, enfin, utiliser notre application allemande et peut-être remarquer s'il y a certaines choses qui ne vont pas, et aussi juste être conscient de cette langue. Euh, et en fait, là-dessus, même si je ne connaissais pas la langue, l'importance, c'est que, et c'est important en tant que designer aussi, quand on va travailler dans Figma ou n'importe quel outil, ce qu'on voit dans les maquettes, ça ne va pas être forcément comme ça si on travaille sur une application qui est utilisée dans un autre pays, dans une autre langue. Et Mhm. des fois, on va vraiment être bah, ah non, mais je veux que ça reste une ligne parce que c'est plus beau ou c'est plus joli. Bah, déjà, Mhm. quand c'est traduit, ça va peut-être passer sur deux lignes. Peut-être ça va être plus court, il n'y aura même pas ce problème. Mais aussi, en réalité, on va peut-être faire nos maquettes sur peut-être ça dépend du choix de chaque personne, mais ça va être sur l'interface qui a une certaine taille, mais tout le monde a un portable différent, avec un écran d'une taille différente, et du coup, des fois, on peut chercher un peu la perfection dans les maquettes, sur quand ça se voit avec les lignes, mais dès que c'est traduit ou juste implémenté et utilisable sur notre écran, on se rend compte que ça Mhm. passe sur deux lignes ou c'est plus court et des choses comme ça. Et du coup, il est quand même important d'être conscient du fait que en fonction de l'utilisateur, ce qu'il consomme ou ce qu'ils utilisent, ça ne va pas être pareil que ce qu'on voit dans nos fichiers. Ouais, et puis il faut savoir un peu où est sa bataille, quoi. Est-ce que tu veux absolument avoir cette phrase, comme tu dis, sur une ligne, ou alors est-ce que tu veux que ça soit compréhensible, et donc là tu sais que de toute façon en allemand, va y avoir un nombre de caractères qui va s'augmenter Ouais, de par la spécificité de la langue. exactement. Ouais. Ok, ok, bah, en tout cas, je te remercie de tout le temps que tu as pu nous Ouais, donner, de rien. c'était Merci très pour intéressant. l'invitation. Ouais, c'était cool. C'était sympa. Là. Et, Pas de souci. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ouais, n'hésitez pas, alors que ce soit sur l'événement LinkedIn, vous retrouverez ton profil bah, sur LinkedIn si tu veux bien. Et puis, je vous invite encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la discussion sur la communauté de Do Not Panic. Mike, n'hésite pas à venir, on pourra continuer Ok, d'échanger là-dessus sur Discord, même si tu es sur Slack au travail. Donc, les deux peuvent te dire. ok, très bien. Mais avec plaisir, en tout cas, voilà, si vous avez raté le début, bien entendu, tout ça encore une fois, c'est en replay. Et puis, bah, je te souhaite une bonne après-midi et puis à très bientôt. Ouais, bon après-midi.